Hier soir, le Dow Jones a terminé au plus haut de tous les temps. Et le S&P 500 n'était pas très loin non plus de faire la même chose. Je crois qu'il nous reste 12 ou 14 points à faire. Le CAC 40 a battu son record. Francfort a passé les 26 000 points pour la première fois de son histoire. Et Madrid a fait pareil. Madrid donc termine au plus haut de tous les temps. Et tout ça à cause de négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, les 15e depuis le début de l'année. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Ces négociations n'existent pas, en théorie, c'est l'Iran qui l'a dit publiquement. Lundi matin, devant la caméra, on ne négocie pas avec les Américains, aucune réunion n'est prévue, nos négociateurs sont tous encore à la maison. Et le marché est quand même monté de 1,5% sur le S&P 500, sur des discussions que l'une des deux parties nie en direct. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de ce moment où la finance mondiale a décidé collectivement de croire le type qui ment le plus fort de tous. Et surtout, on va parler de ce qu'il y a derrière, parce que pendant que tout le monde regarde le détroit d'Ormuz, il s'est passé quand même 2-3 trucs sur le marché obligataire que personne n'a vu ou personne ne veut voir et qui sont franchement un petit peu plus flippants que le pétrole à lui tout seul. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le mardi 4 août 2026, je suis Thomas Veillet et aujourd'hui on va parler de la nouvelle discipline de l'humanité, celle qu'on vient d'inventer, ça s'appelle la diplomatie unilatérale imaginaire. C'est parti. Ah oui, et puis alors, je suis désolé pour la déco d'hier matin, vous noterez que je suis revenu dans mon studio et donc, a priori, ça ne devrait pas se reproduire. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors, reprenons calmement parce que le déroulé de ce qui se passe ces jours vaut la peine de faire un petit détour, un petit retour en arrière. Et je vous préviens tout de suite, ce que je vais vous raconter là, c'est pas une interprétation, c'est juste de la chronologie. Fait par fait, point par point. Samedi soir, Trump donc publie qu'il renonce à, je cite, l'attaque la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Déjà, la Seconde Guerre mondiale, c'est un standard de comparaison assez ambitieux pour un samedi soir, mais admettons. Alors pourquoi il renonce ? Eh bien, parce qu'on lui a demandé. Mais on ne sait pas trop qui lui a demandé, c'est pas très clair. Dimanche, nouvelle version, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui ont demandé la pause, soutenus par les Saoudiens, les Émiratis et le Qatar. Donc, l'ennemi juré, celui qu'on bombarde depuis 5 mois, aurait poliment levé la main pour demander une pause. Et le président américain aurait dit « Ok, pas de souci ». Lundi matin, le porte-parole des affaires étrangères iranien est monté au créneau et là, c'est cash, c'est sans détour. Aucune discussion est en cours, aucune réunion n'est programmée, on n'a rien demandé et nos négociateurs sont tous restés à la maison. Le seul avec qui on parle pour l'instant, officiellement, c'est Oman. Lundi après-midi, bien sûr, réaction de Trump, il traite les dirigeants iraniens d'incroyablement fourbes. Et alors, il sort, attention, c'est la phrase de l'année, il sort. Pour une raison quelconque, quand il parle, il n'aime pas dire qu'il parle. On est en train de nous expliquer que la négociation existe, que l'autre partie la nie, et que le fait de la nier prouve donc qu'elle existe. C'est exactement la logique du complotiste. L'absence de preuves, c'est la preuve. Si t'as rien trouvé, c'est qu'il le cache beaucoup trop bien. Sauf que là, c'est pas un survivaliste paumé dans une forêt américaine, c'est le commandant en chef de la première armée du monde. Et le sujet, c'est juste la consommation de pétrole mondiale. Et le pire entre vous et moi, c'est pas ça. Le pire, c'est la suite. Parce que dans la même journée, dans le bureau Oval, devant les journalistes, Trump a encore lâché une phrase de la secret. Je veux leur donner une toute dernière chance avant la décapitation. La décapitation, c'est le mot qu'il a utilisé pour parler de diplomatie. Et alors, vous savez ce qui s'est passé sur les marchés à ce moment-là, au moment de la thématique de la décapitation ? Bah rien, mais alors absolument rien, ils ont juste continué de monter. Alors regardons le terrain, 2 secondes, la situation, parce que Trump nous dit que le détroit peut rouvrir littéralement demain, il peut être complètement ouvert littéralement demain. La réalité, le trafic est quasi nul, les seuls bateaux qui passent en ce moment, selon les informations qu'on a, c'est soit ils longent la côte iranienne avec la permission de Téhéran, soit ils rasent les eaux omanaises en priant très très fort. Le fameux passage médian, celui dont on discute avec Oman, celui qui doit tout résoudre, eh bien, il est miné par les Iraniens. Il faudra donc le déminer avant d'envoyer quoi que ce soit ou qui que ce soit à l'intérieur. En gros, rien n'a bougé depuis fin février.
Bon, maintenant, on va juste aborder la vraie question, et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est pas une question géopolitique, c'est une question de mécanique des flux financiers. Alors pourquoi est-ce qu'un marché composé de professionnels, des gens payés une fortune, précisément pour ne pas être crédules dans ce genre d'histoire, pourquoi est-ce qu'on achète ces histoires pour la je ne sais plus combienième fois cette année? Parce qu'il faut se souvenir du calendrier. Depuis 5 mois, on a eu le cessez-le-feu en juin, le protocole d'accord sur Hormuz, que chacun interprète à sa sauce, les frappes, les contre-frappes, les contre-contre-frappes, l'accord 4 démantelé, l'accord 4 pas démantelé, et à chaque fois, on a le même réflexe pavlovien, le baril baisse de 5%, les taux se détendent, les actions montées. 2 semaines plus tard, on remet une pièce dans la machine. La réponse honnête à tout ça, c'est que le marché ne croit à rien du tout. Le marché n'a pas d'opinion géopolitique, contrairement à ce qu'on peut croire. Le marché a un positionnement, et c'est pas pareil. Et le positionnement, si on en croit les données, il était globalement short sur la volatilité, long sur l'énergie, avec des couvertures et des protections dans tous les sens. Donc quand on vous dit négociation de paix, il n'y a aucune forme de conviction là derrière. Ce qui se passe, c'est que les couvertures et les montages se dénouent. Donc ceux qui étaient long pétrole, long énergie, bam, ils vendent tout, donc le pétrole, il baisse. C'est les paris qui changent de camp. C'est une espèce de mécanique. C'est bête comme chou, ça n'a rien à voir avec le fait de croire Trump ou pas, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, plus personne ne le croit de toute façon. Aujourd'hui, le narratif de la paix, franchement, c'est de la déco Ikea. On appelle ça une analyse de marché. Et donc on déboucle, et on attend la prochaine occasion qui, vu l'état mental du plus grand clown de la planète, ne devrait pas trop tarder. Je suis prêt à parier que le mec va nous faire une grosse sortie d'ici la fin de la semaine. Alors tout ce que je viens d'essayer de vous raconter, c'est la partie visible. Maintenant, on va passer à la partie que personne ne regarde, et c'est peut-être là que ça devient un tout petit peu plus sérieux. Parce que pendant qu'on regardait le détroit d'Ormuz, il s'est passé un truc absolument hallucinant du côté de la tech, et surtout du côté Mag 7. Les 7 magnifiques ont ajouté 1880 milliards de dollars de capitalisation boursière en 3 séances. 1880 milliards, c'est un record absolu et ça pulvérise le précédent d'avril 2025. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le PIB de l'Italie, créé en 72 heures. Pendant un week-end qui avait commencé par un possible déluge de feu sur l'Iran. Et le moteur de tout ça, eh bien, c'est Microsoft. Microsoft a pris quasiment 25% en 3 séances. Le 29 juillet, le titre valait 389 $, et hier soir, il a clôturé au-dessus de 487. C'est sa meilleure performance sur 3 jours depuis octobre 2000. Octobre 2000, pour ceux qui n'étaient pas nés ou pour ceux qui pensent que la bulle Internet, c'est une légende urbaine racontée par des vieux au coin du feu, eh bien, octobre 2000, c'était pile le moment où le Nasdaq avait déjà perdu un tiers de sa valeur et où les rebonds violents s'enchaînaient les uns après les autres comme des convulsions épileptiques. Alors, c'est pas une prophétie, je suis pas en train de dire que c'est pareil, je suis pas en train de tirer des comparaisons, je fais pas de prédiction, c'est juste une statistique. Je ne suis pas pessimiste, j'explique. Et alors, pendant que Microsoft se prenait pour un avion de chasse, Amazon a franchi les 3000 milliards de capitalisation pour la première fois de son histoire, Meta a repris 6% sur la seule séance d'hier, Alphabet a doublé Apple en capitalisation et a repris 17% en 10 jours, après des chiffres qu'on avait considérés comme tout pourris. Et tout ça, c'est basé sur quoi? Eh bien, sur le fait que la trésorerie de Microsoft ne sera pas négative l'année prochaine. On se contente de peu. Voilà, c'est simplement ça qui vaut 2000 milliards pratiquement en 3 jours. Mais attendez, parce que le plus beau truc d'hier, c'est pas Microsoft, c'est pas le rebond de Google, c'est pas le rebond de Meta. Le plus beau truc, c'est le consensus des analystes. Pour ce deuxième trimestre 2026, on attend maintenant 47,7% de croissance des bénéfices aux États-Unis. Et vous savez où on était il y a un mois de ça? Eh bien, on était à la moitié. Le consensus a doublé en 4 semaines. Alors, soit les analystes ont eu une illumination collective, une espèce de révélation mystique simultanée sur la rentabilité des entreprises américaines, soit ils sont en train de courir derrière les publications en essayant très fort de ne pas avoir l'air trop à la rue. Je vous laisse décider de quel côté on se place. Bon, maintenant on arrive à la partie que personne ne lit jamais, le marché obligataire, le truc chiant, et c'est exactement celui qui va décider d'absolument tout. Hier, le 10 ans américain a reculé de 6 points de base à 4,68 et le 2 ans à 4,24. Et le raisonnement du marché est impeccable. Franchement, il n'y a rien à redire. Le pétrole baisse, donc l'inflation importée va baisser, donc moins de pression sur la Fed, donc les taux longs peuvent se détendre. Nickel, la logique est implacable, c'est parfait. Sauf que le même lundi, toujours hier, pendant que le monde regardait Hormuz,
le Trésor américain a relevé de 68 milliards son estimation de besoin d'emprunt pour le trimestre à 739 milliards. 68 milliards de plus, c'est plus ou moins 10% de plus que prévu. Sorti comme ça un lundi soir, entre deux tweets au sujet de la décapitation d'un gouvernement. Et demain, on saura comment il compte répartir tout ça entre le court terme et le long terme, et ce qui est très exactement la question qui risque de faire mal. Donc, résumons la situation. Les taux longs sont en train de baisser sur un espoir de paix qui n'existe pas, pendant que l'émetteur souverain le plus important de la planète agrandit discrètement son trou de la dette. Ça n'a aucun sens sur la durée. Aucun. Ça, on a peut-être sur 3 jours, parce que sur 3 jours, le marché obligataire réagit au baril et pas à l'arithmétique budgétaire. Mais l'arithmétique budgétaire, elle est patiente. Elle a le temps. Elle a tout son temps. Et alors, petit update que personne n'a relevé ni hier ni avant-hier, c'est la dette américaine. Elle vient d'atteindre 39 816 milliards de dollars. D'ici la fin du mois, on aura franchi les 40 000 milliards. C'est pas moi qui fais le calcul, c'est le ChatGPT lui-même. 40 000 milliards. Il faudra s'en souvenir la prochaine fois qu'on nous expliquera que tout va bien. À tout hasard, j'ai été regarder plus loin. En 2030, on sera à 50 milliards. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble une facture budgétaire qui arrive, parce que là, on est encore un peu dans une forme d'abstrait, regardez le Japon. Le 2 ans japonais est au plus haut depuis 31 ans, le 5 ans au plus haut depuis 30 ans, et le yen était tombé à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 40 ans. Et vendredi, vous le savez, on en a déjà parlé dans ces vidéos, il s'est passé quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 1998. Les Américains et les Japonais sont intervenus conjointement sur le marché des changes pour acheter du yen. Première fois depuis 28 ans. Le Japon a donc claqué environ 100 milliards de dollars en 48 heures pour sauver sa monnaie. Résultat, sur le long terme, on peut déjà se dire que probablement ça ne suffira pas, ça leur a servi à rien. Et donc si on prend les 4 dernières années, les Japonais ont utilisé 310 milliards de dollars pour défendre le yen, et ça n'a servi à rien. À un moment, on ne défend plus une devise, on est en train tout simplement de payer une rançon. Et là, le meilleur c'est ça, c'est que pour financer tout ça, Tokyo va maintenant taper dans le guichet en dollars de la Fed. Donc, récapitulons. On a une banque centrale qui prête des dollars à un pays pour que ce pays rachète sa propre monnaie, alors que ce pays est l'un des plus gros créanciers, un de ses plus gros créanciers. On vit définitivement dans une époque absolument formidable. J'ai pas les mots. Bon, maintenant, 2-3 mots sur les entreprises, parce qu'il y a eu du lourd hier soir. Palantir, trimestre absolument monstrueux, chiffre d'affaires en hausse de 93% sur un an, l'activité commerciale américaine plus 149%, prévision annuelle relevée dans demi-milliard d'un seul coup, premier trimestre à plus d'1 milliard de cash flow, et malgré ça, l'action reste en baisse de 25% depuis le début de l'année, même si hier soir elle prenait encore 12%. Et Karp, le patron, en profite pour dire un truc que je trouve assez juste, le marché a créé beaucoup plus d'intelligence artificielle qu'il n'en a converti en valeur économique. Bon, après, venant du type qui vend des logiciels de renseignement militaire et qui bosse sur le bouclier antimissile de Trump, la leçon de morale a un petit parfum âcre quand même. Mais bon, sur le fond, il faut quand même reconnaître qu'il a un peu raison. Et puis alors on a Boeing, plus 8%, et c'est la meilleure performance du Dow Jones hier soir. La FAA a enfin certifié le 737 MAX 7. Après presque 10 ans de procédure, l'appareil devait être homologué avant fin 2022. Entre-temps, Airbus a eu le temps de sortir 2 modèles, de remplir son carnet de commandes et probablement de rénover la totalité de la cantine à Toulouse. Et puis alors le truc à retenir sur la journée, celui dont personne ne parle, c'est la mémoire, parce que c'est plus tellement la mode depuis quelques jours. Seoul a perdu 5% hier, ça a reperdé 2% ce matin, Samsung a abandonné 4%, Hynix pareil, et ça malgré une inflation coréenne qui tourne autour des 2,8%. Ce qui est en train de se passer là-bas, c'est simplement la purge des positions à effet de levier sur les valeurs de mémoire. Alors souvenez-vous, ce qu'on nous racontait il y a encore 3 mois, la mémoire c'était le nouveau pétrole, ça guérissait le cancer, on vendait de la dirham comme on vendait des tulipes en Hollande, avec des produits dédiés pour que monsieur tout le monde puisse jouer ça en un clic depuis son canapé. Quand le levier se dénoue, historiquement, ça ne se dénoue jamais tout en douceur. C'est plutôt brutal. Et pendant ce temps-là, l'Europe, avec ses mines, son luxe, ses banques et ses machines-outils, bat record sur record. C'est la revanche des valeurs ennuyeuses qui sont ennuyeuses que jusqu'au jour où elles sont les seules à tenir encore à peu près debout et à être stables. Alors on récapitule.
On est en train de payer l'espoir de paix pour la 3e, 4e ou 5e fois, j'en sais rien, une fois en juin, une fois en juillet, une fois en week-end, j'en oublie certainement d'autres. Et ce matin, le baril rebondit déjà de 0,7% à 84 $, ce qui veut dire que le marché du pétrole, il a déjà digéré la blague avant même l'ouverture de l'Europe ce matin. Mais quelque part entre un Détroit qui est toujours miné, 739 milliards que le Trésor doit emprunter, une dette qui dépasse les 40 000 milliards bientôt, en tout cas ce mois-ci, et un 2 ans japonais au plus haut depuis 31 ans, il y a quelque part une facture qui traîne sur la table et elle n'est adressée à personne en particulier, ce qui veut dire qu'elle est adressée à tout le monde en même temps à la fois. Et je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que visiblement il y en a qui n'ont pas compris, je ne suis pas pessimiste, je suis juste un type qui raconte ce qui est en train de se passer. J'invente rien, c'est du factuel. Et pour être franc, c'est ce qui pourrait se passer que j'ose même pas imaginer. Autrement, ce soir, on a SpaceX qui publie ses premiers résultats de sociétés cotées, AMD, Caterpillar aussi, et puis il y aura les Jolts bien sûr, et si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez ce qu'il faut faire, on s'abonne, on like, on partage et on commente. D'ici là, très belle journée à tous et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.